Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité avec Khloé Kardashian qui demande un peu d'indulgence à ses détracteurs. Nous ferons aussi le portrait de Michelle Obama et Michel Lavogne. Nous parlerons aussi littérature avec le roman Dracula qui est un roman épistolaire. Et pour finir, nous parlerons musique avec M. Lavie. Florent Pagny annonce son nouvel album sorti en avril. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, d'ici côté technique, Alimatu Ndiaye, côté digital. Actualité. Dans un long message posté sur Instagram, Khloé Kardashian implore ses followers d'être plus indulgents avec elle. Il faut dire que les internautes n'ont pas forcément été tendres depuis qu'elle a quitté Tristan Thompson, le père de sa fille True. Ce dernier l'a apparemment trompé avec la meilleure amie de sa sœur, Kylie Jenner, Jordyn Woods. Votre perception de moi est un reflet de vous. Soyez conscient de vos mots. Ce que vous dites compte. Prenez conscience des choses négatives que vous pensez et dites. Qu'est-ce qui est accompli lorsqu'on critique quelqu'un d'autre? Avez-vous une simple idée de comment un compliment ou un mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un positivement, a écrit Khloé Kardashian. En parcourant ses derniers posts Instagram, on constate néanmoins que l'agacement de certains de ses abonnés n'a pas grand-chose à voir avec sa rupture. Si la star de la télé-réalité trouve le réconfort auprès de sa fille True, ce qui est tout à fait incompréhensible, certaines mises en scène énervent comme ces clichés montrant son bébé de 10 mois au milieu d'une dizaine de sacs Birkin d'une valeur avoisinant de 160 000 $. Actualité. Michelle Obama, née le 17 janvier 1964 à Chicago, est une avocate et écrivaine américaine, épouse depuis 1992 de Barack Obama, avocat devenu sénateur de l'Illinois, et devient à son élection en tant que 44e président des États-Unis, la première dame des États-Unis, la première afro-américaine de l'histoire du pays. Papi Lamine Fall. Michelle Robinson, née et grandit à Chicago, dans le quartier de South Shore, l'un des secteurs communautaires de la ville. Sa mère, Marian Shield Robinson, était secrétaire auprès d'un magasin d'usine du catalogue Spiegel, tandis que son père, Fraser Robinson, était employé de l'usine de production d'eau potable de la ville et délégué local du Parti démocrate. Sa mère était femme au foyer jusqu'à ce que Michelle entre au lycée. Elle a un frère aîné, Greg, entraîneur du club de basketball de l'université d'État de l'Oregon, les Beavers d'Oregon State. Son père, Fraser Robinson, est décédé en 1991. Sa mère, Marian Robinson, vivait avec le couple présidentiel à la Maison-Blanche. Michelle Robinson étudie à l'université de Princeton et à la faculté de droit de Harvard, dont elle sort diplômée en 1988. Elle se spécialise alors dans le marketing et la propriété intellectuelle. Michelle Robinson rencontre Barack Obama alors qu'ils sont les deux seuls Afro-Américains du cabinet d'avocats Sidley Austin pour lequel il travaille. Elle est d'ailleurs son maître de stage. Ils se marient le 3 octobre 1992, mais tous deux choisissent de rester à Chicago plutôt que de se rapprocher de Washington. Leur première fille, Malia, née le 4 juillet 1998, et leur seconde fille, Natasha, dite Sacha, le 7 juin 2001. Parmi les ancêtres maternels de Michelle Obama, son arrière-grand-mère, Melvina Shields, était esclave sur la plantation de Harry Murs Shields dans le comté de Clayton, en Géorgie. Le premier fils de Melvina, Dophill Shields, était un métis né esclave vers 1860, dont sur la base de recherches ADN, des chercheurs ont pu identifier Charles Monroe Shields, 20 ans, fils de son patron, était probablement le père. Dophill Shields a déménagé à Birmingham, en Alabama, après la guerre de sécession, puis certains de ses enfants ont immigré vers Cleveland et Chicago. Après ses études, Michelle Robinson revient à Chicago et travaille pour le cabinet d'avocats Sidley Austin. Elle entre également dans l'équipe du maire démocrate de Chicago, Richard M. Daley, pendant son mandat de 1989 à 2011, où elle occupe le poste d'assistante du maire. En 1993, la désormais Michelle Obama devient la directrice générale de Chicago Office of Public Alliés, une association à but non lucratif
encourageant les jeunes à travailler dans des associations à but social et non lucratif. En 1996, elle travaille pour l'association Giant of Student Service à l'Université de Chicago où elle développe le centre de services communautaires. En 2002, elle commence à travailler à l'hôpital de l'Université de Chicago comme directrice générale des affaires communautaires. En mai 2005, elle devient vice-présidente des affaires externes de l'Université de médecine de Chicago. Avec la campagne de son mari à l'élection présidentielle américaine de 2008, Michelle Obama devient rapidement un personnage médiatique. En effet, en juillet 2007 et 2008, le magazine américain Vanity Fair la classe parmi les 10 personnes les mieux habillées du monde. En novembre 2008, le magazine 2138 la classe 9e des 100 anciens élèves d'Harvard les plus influents. Son mari est alors classé premier. Son discours de la Convention démocrate de Denver, lors de laquelle son mari est désigné en qualité de candidat à l'élection présidentielle, est remarqué. Pendant la campagne électorale de son mari, elle réduit considérablement ses activités professionnelles. Elle fait l'objet de vives attaques alimentées par l'équipe de campagne du républicain John McCain pour avoir annoncé que pour la première fois de sa vie, elle était vraiment fière de son pays. Le 20 janvier 2009, au pied du Capitole, elle tient la Bible sur laquelle son mari prête serment. À ce moment, Barack Obama devient président et elle, première dame. Plus de 2 millions de personnes sont présentes à Washington DC pour assister à la cérémonie. Le 10 juillet 2009, elle rencontre le pape Benoît XVI lors de la visite du président des États-Unis au Vatican. En 2010, Forbes la classe au premier rang de la liste des femmes les plus puissantes du monde. En 2011, elle est 8e. En 2012, 7e. En 2013, 4e. En 2014, 8e. Et en 2015, 10e. Elle a participé à un épisode spécial de la saison 3 de la série télévisée de Disney Channel Jessie, ainsi que durant un épisode de la saison 13 NCIS dans son propre rôle de première dame. Ses vacances en août 2010 en Espagne, dans le contexte de la crise économique, provoquent une vive polémique aux États-Unis. Les médias américains la surnommant Marie-Antoinette. Le 27 janvier 2015, au lendemain de l'enterrement du roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, Michelle Obama apparaît non voilée, tout comme Condoleezza Rice, Hillary Clinton et Angela Merkel, alors que les femmes saoudiennes sont obligées de sortir en portant le hijab. Si officiellement les dirigeants saoudiens ne réagissent pas, certains d'entre eux refusent de lui serrer la main et passent devant elle en ignorant. Le 15 janvier 2010, Michelle Obama rejoint la Croix-Rouge américaine dans le but de soutenir les victimes du séisme en Haïti. Le 20 janvier 2010, elle lance la campagne Let's Move pour lutter contre l'obésité. Toujours dans la lutte contre l'obésité, elle est à l'initiative du programme Manger sain qui entraîne en 2012 l'adoption d'une loi visant à forcer les écoles à prendre des mesures nutritionnelles pour mettre en place des repas avec moins de sel, de graisse et de sucre dans les cantines scolaires. En 2017, l'administration Trump explique son souhait de réformer ce programme et met donc un frein à la lutte contre l'obésité infantile, notamment très chère à l'ancienne première dame. En décembre 2015, dans le cadre de sa campagne Better Make Room, orientée sur l'éducation, elle réalise un clip de rap parodique intitulé Go to the College, aux côtés de l'humoriste américain Jay Pharoah, dans lequel elle incite les lycéens à s'inscrire à l'université. La demande est en effet en baisse à cause d'un taux d'échec de l'ordre de 45% des étudiants durant le cursus les menant au bachelor et les jeunes préfèrent alors entrer dans la vie active après le lycée. Elle s'engage également pour la défense des intérêts des familles de militaires. Bénéficiant d'une forte popularité, 64% contre 50% à son mari, elle s'engage derrière Hillary Clinton lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2016, alors que la candidate démocrate souffre de difficultés. En 2018, Michelle Obama publie son autobiographie Devenir, où elle retrace notamment son quotidien à la Maison-Blanche, mais aussi son enfance dans le South Side de Chicago, son parcours parfois semé d'obstacles, sa carrière et sa vie de famille. Merci à vous, Papy Lamine Fall, pour ce portrait. Littérature. Dracula est un roman épistolaire de l'écrivain britannique Bram Stoker, publié en 1897 et raconte l'histoire du comte Dracula, un vampire immortel qui se répand du sang des vivants et peut les transformer à leur tour en créatures démoniaques. Angèle Béatrice Basse.
La complexité du personnage de Dracula, renouvelée par des thèmes modernes chers à la psychanalyse comme l'association d'héros et de Thanatos, du désir sexuel et de la mort ou le questionnement des limites entre la bête et l'homme, entre la vie et la mort ou entre le bien et le mal, en feront un mythe moderne que le cinéma contribuera à amplifier par le biais d'adaptations. Dracula n'est pas le premier roman fantastique à exploiter le thème du vampire. Il marque pourtant une étape cruciale dans la littérature fantastique et en particulier celle abordant le thème des vampires. Le succès du livre et la popularité du personnage l'attestent encore aujourd'hui. Plus que le sens du récit et la maîtrise du suspense de Stoker, c'est la personnalité de son personnage principal qui fonde le mythe. Dracula, au-delà de la créature d'épouvante au pouvoir surnaturel, est avant tout un être humain, damné, un non-mort, et c'est cette dimension complexe qui assure son charme. En effet, Dracula est un monstre mais est aussi un rejeté de Dieu, une personne à craindre mais aussi à plaindre. Mina Harker exhorte ses compagnons à éprouver à son endroit non de la haine mais de la pitié, ce qui n'exclut évidemment pas de la détermination pour s'en débarrasser. Mais ce n'est pas une œuvre de haine. Le pauvre être qui a causé toute cette souffrance est le plus malheureux de tous. Songez quelle sera sa joie à lui aussi quand son double malfaisant étant détruit. La meilleure part de lui-même survivra, son âme immortelle. Vous devez avoir pitié de lui aussi, sans que cela n'empêche vos mains de le faire disparaître de ce monde. Bram Stoker, Dracula, chapitre 23. Le récit se joue entre l'Angleterre et Transylvanie au XXIe siècle, notamment dans un château retiré des Carpates. Se fondant sur des récits mythologiques, Bram Stoker crée le personnage du comte Dracula, un vampire aristocratique à la fois monstrueux et raffiné. La première partie du livre, qui se déroule dans le château du comte, est magistralement teintée d'une atmosphère étrange et sinistre. Le récit est épistolaire et est composé de fragments des journaux intimes et des lettres des protagonistes ainsi que d'articles de journaux. Des passages ont été retranscrits alors que ce sont des passages enregistrés au phonographe. C'est donc un récit écrit à la première personne mais qui épouse plusieurs points de vue excepté celui du comte. Personnages principaux, comte Dracula, vampire rusé, dissimulant sa véritable nature. Vivant dans un château de Transylvanie, il achète une maison à Londres et souhaite faire affaire avec Jonathan Harker. Jonathan Harker, jeune clerc de notaire travaillant pour le comte de Housekin, il est fiancé à Mina Murray. Il se rend en Transylvanie auprès du comte Dracula pour affaire. Là, il vit un cauchemar d'enfermement mais recouvre sa liberté. Dracula aura commis l'erreur de la lui laisser recouvrer. Arthur à Hollywood Lord Godalming, fiancé de Lucy et ami de John Seward et de Kinsey Morris, homme hardi et intègre. Brisé par le destin de Lucy, qu'il sauvera de la malédiction mais pas de la mort. Il n'en aura que plus d'ardeur à la perte de Dracula. Fraternel et veillant, il ne survivra pas au combat final. Wilhelmina Murray, jeune institutrice, fiancée, puis mariée à Jonathan Harker. Noble cœur, âme forte, victime du maléfice duquel la mort du comte la libérera. Elle assistera ses compagnons de guerre jusqu'au bout. Greenfield, déséquilibré mental. Cependant doué d'une surprenante logique et analyse et soigné par le docteur John Seward dans son hôpital psychiatrique, adorateur et victime du comte. Dr John Jack Seward, médecin psychologue qui dirige un hôpital psychiatrique, autre amoureux déçu de Lucy. Il restera à son chevet tout au long de sa maladie, luttera de tout cœur et science avec ses compagnons. Dr Abraham Van Helsing, docteur néerlandais, professeur et ami de John Seward, il vient au chevet de Lucy sur la demande de ce dernier. Enflammé, hargneux, voué jusqu'à la mort à sa lutte contre le mal, il orientera ses émules après les avoir éveillés au drame en cours. Lucy Westenra, amie de Mina Murray, elle se fiance avec Arthur Oldwood après avoir rejeté les demandes en mariage du docteur John Seward et de Kinsey Morris. Victime du comte, elle devient vampire, enlève des enfants qu'il n'a pas le temps de tuer. Ses anciens compagnons lui rendent la liberté, notamment lorsque son fiancé Arthur lui annonce un pieu dans le cœur tandis qu'elle gît dans son cercueil. Nous
irons à la découverte de la marque hiérarchique créée par deux jeunes femmes, Aram Diop et Irène, un projet qui met en avant le tradi moderne, mais surtout avec le wax qui est très tendance. Aram Diop nous parle de leur marque au micro de King FM. Passionne vraiment, ils doivent y croire et mettre du sien, travailler beaucoup. Puis dans la mode, de hiérarchique bien évidemment. Nous avons prévu un défilé de mode qui va se tenir au mois d'avril, mais pour le moment nous n'avons pas encore choisi de date à cause du carême et tout. Et la plupart sont chrétiens, la plupart de ceux qui vont participer pour l'avancement du défilé de mode. Donc là nous sommes en train de voir quelle date nous pourrons choisir pour l'événement. Oui, il y a un programme, mais je pourrais pas aller très loin parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à refaire. De toutes les façons, ce qui est sûr, il y aura beaucoup d'invités, il y aura des gens qui vont présenter aussi leur marque de vêtements comme nous, bien évidemment. Donc pour le moment, rien n'est encore fixé. Les jeunes comme nous, ceux qui viennent de commencer, en fait, c'est pour promouvoir aussi leur marque, leur talent, montrer aux autres que ces jeunes gens qui viennent de commencer, ils ont aussi du potentiel, comme ceux qui ont duré dans la mode. Ça sera sur invitation, ça sera en mélange en fait. Il n'y aura pas que du wax, il y aura un mélange. Ça sera quelque chose de vraiment beau, quoi, de top. Juste leur demander de contribuer et aussi de nous soutenir moralement, physiquement. Et aussi, je tiens à encourager ceux qui ont la même passion que nous de s'y mettre et d'aller jusqu'au bout. À l'instant, Irène, un petit problème technique pour le duo de Aram Diop, mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Musique. Florent Pagny a multiplié les projets discographiques ces dernières années. En 2017, son 17e album, Le Présent d'abord, lui permet notamment de collaborer avec Slimane, Maître Gims ou Nazim, une prise de risque qui s'était avérée payante puisque plus de 200 000 fans avaient répondu présent à l'appel. Des chiffres qui ne sont pas répétés sur tout simplement album de reprise annoncé de manière surprise et écoulé à seulement 30 000 exemplaires, le tout suivi d'une nouvelle compilation, toujours et encore, et 2019 ne va pas déroger à la règle. En effet, le chanteur a assuré en interview pour Ouest France que son prochain album sortira en avril, intitulé Aime la vie. Ce 19e disque sonnera très moderne dans ses thématiques. Comme il le confie, ça tombe bien dans l'époque actuelle. La vie n'est pas si longue, on n'est pas tous faits par la même chose. Il faut aller chercher une autre qualité de vie si on n'est pas content de celle qu'on a quand on peut bien sûr. Laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Laissons-nous suivre nos envies d'encore. Toujours en musique, après son album Symphonie, Wally Seck n'avait pas encore sorti un clip pour la promotion de celui-ci, mais à présent, c'est chose faite. Sur sa page Instagram, le chanteur a dévoilé son nouveau clip intitulé Don't Be Afraid, une vidéo réalisée en Europe dans laquelle l'artiste se met dans la peau d'un SDF. Voici un petit extrait de la chanson. Sport. Liga, à la surprise générale ou pas loin, Zinedine Zidane a décidé de revenir au Real de Madrid un peu plus de 9 mois après avoir quitté la capitale sur une 3e victoire en Ligue des Champions. Il reprend les rênes d'un club plongé dans le marasme. Là encore, le timing semble idéal. Ce qui compte désormais, ce n'est pas le présent, mais la suite. Et Zinedine Zidane est revenu pour ça. Toujours en sport, Warriors et Bucks battus. Les 14 morts de la poussière NBA, une nouvelle défaite pour Golden State. Les doubles champions en titre premier à l'Ouest ont été battus par la modeste équipe de Phoenix cette nuit, 111 à 115 points. L'autre formation phare de la Ligue, Milwaukee, a perdu contre San Antonio, 114 à 121 points. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Medici pour la gestion technique. Merci à Ali Motundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.
C'était le journal de la culture sur King FM.